Francosphère. Dominique Rodrer. Bonjour, 700 millions de petits francophones, et moi, désormais des petits Chinois apprennent le français avec en ligne de mire de leurs parents les débouchés en Afrique de l'Ouest. L'Organisation internationale de la francophonie prédit qu'en 2050, notre langue comptera 700 millions de locuteurs contre 275 millions aujourd'hui. À l'occasion de la semaine de la francophonie, Francosphère reçoit la secrétaire générale de l'OIF, Michaëlle Jean, qui fut parmi ses multiples autres vies, gouverneur général du Canada et exilé politique d'Haïti. Le vendredi au Mali, c'est le jour des takoulas, des boules de pain sucrées vendues à la sortie de la mosquée. Dans le goût de l'enfance d'Anne Bonneau, Ramata se souvient des takoulas, mais aussi de la foire d'empoigne pour manger ceux que son grand-père ramenait après la grande prière. Enfin, quand le roi des ordonnances rencontre l'ordonnance du roi à Villers-Cotterêts, berceau du français, c'est dans le Speak French de Jean-Marie Chazot. Francophonie ? Qu'est-ce que ça dit ? Francophone ? Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour, Michaëlle Jean. Bonjour. La francophonie aime tourner autour des mots, notamment avec l'opération 10 mois, 10 mots. Alors, comme ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement, pouvez-vous nous dire en 10 mots ce qu'est la francophonie ? Alors, je dirais d'abord la langue française, donc le français, comme trait d'union pour agir. Il y a aussi le mot agir, il y a le mot trait d'union, rassembler, solidarité, fraternité. Alors ça fait trop oui, de liberté. Et combien d'autres encore ? La francophonie, c'est un club politique, un espace linguistique, un Commonwealth à la française ? Au fait, c'est un idéal d'abord, c'est une ambition totalement légitime, portée d'abord par des hommes du Sud. Je pense à Léopold Sédar Senghor, le Sénégalais, je pense à Habib Bourguiba, le Tunisien, je pense à Diori, Hamani Diori, le Nigérien, je pense à Norodom Sihanouk, le Cambodgien, qui, à l'écroulement du système colonial, se disent « mais il nous faut nous rassembler. Et si on se donnait un espace, justement, pour repenser nos regards les uns sur les autres, pour penser agir ensemble, penser coopération, penser solidarité avec tous ces pays que nous avons à construire. Et qu'est-ce que nous avons en partage pour faire ça ? Nous avons une langue qui peut être justement notre trait d'union pour avancer ensemble. Donc à ce moment-là, Michaëlle Jean, il y avait moyen de rompre avec la France, mais de rester avec le français ? C'est-à-dire que l'idée n'était pas de rompre avec la France, c'était de rompre avec un système colonial qui était tout sauf le faire ensemble dans la réciprocité, tout sauf être ensemble, mais dans un rapport non pas des uns dominant les autres, mais dans un rapport vraiment de fraternité, de solidarité. Et déjà avec une projection aussi sur un marché en commun, parce qu'il fallait aussi penser croissance, il fallait aussi penser développement, il fallait aussi penser édification de ces nouveaux pays souverains indépendants, émergents de l'effondrement du colonialisme. Donc c'est vraiment ça, c'est un idéal en plus quand vous pensez à ces valeurs universelles qui le fondent, extrêmement modernes et dont le monde a encore besoin aujourd'hui. Avec les 3 lettres du sigle OIF, on compose le mot foi, mais c'est parfois la foi qui manque dans cette institution de la part de ceux qui devraient y croire le plus. Comment l'expliquez-vous ? Alors, c'est intéressant que vous fassiez ce lien en inversant, mais au fait, c'est aussi une espérance, la francophonie. C'est-à-dire l'espérance de construire ensemble et d'apporter au monde un supplément, je dirais, oui, pourquoi pas d'âme, si nous restons dans l'esprit que vous évoquez, c'est-à-dire autour de valeurs universelles, mais avec ces valeurs universelles, avec cette volonté de nous rassembler, de voir comment nous pouvons aussi, et comment nous sommes un ensemble, par l'ensemble de nos expériences, de nos traits de civilisation, de nos histoires, une francophonie aussi des solutions, c'est-à-dire face à toutes les urgences du monde. La francophonie, par exemple, est rassemblée pour combattre des situations d'insécurité, donc dans la lutte contre le terrorisme, dans la nécessité de prévenir la radicalisation violente, dans la nécessité aussi de nous rassembler autour d'une prospérité partagée, d'une croissance partagée, de développement responsable. Donc nous sommes là aussi sur des questions, oui, de développement économique. Nous sommes là aussi sur ces armes de construction massive que sont la culture, l'éducation, nous assurer de pouvoir accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle par une formation professionnelle, technique et technologique
de qualité, par une éducation aussi de qualité. Nous sommes là pour voir dans la culture une composante essentielle aussi, non seulement du développement, mais pour la cohésion sociale, pour la paix sociale, pour le dialogue inclusif. Nous sommes aussi une organisation qui travaille au niveau politique pour nous assurer ensemble de pouvoir renforcer les institutions de l'état de droit et faire avancer la démocratie et faire avancer aussi toute une mobilisation autour de la défense des droits et des libertés. C'est tout ça la francophonie. Si vous vous demandez encore qui vous parle avec autant de fougue, qui est Michaël Jean, peut-être devriez-vous écouter un autre programme que Francosphère. Vous pouvez aussi miser sur Corinne Alexia et son portrait coupé-décalé pour vous rafraîchir les idées. Qui ne connaît pas Michaël Jean? Ah bon? Vous ne la connaissez pas? Eh bien, Michaël Jean est une ancienne colonelle, des gardes à cheval, des gardes à pied, des grenadiers. À quelque chose près, elle aurait pu s'interviewer elle-même, car elle était, juste avant, journaliste et présentatrice d'une émission qui portait son prénom sur la chaîne d'information de Radio-Canada. Elle aurait pu se donner du Madame la Chancelière de l'Ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Elle aurait pu s'interroger sur l'influence de Tonton René. Mais au fond, quelle est la première question que la personnalité multidécorée, aujourd'hui en lice pour sa réélection de secrétaire général, aurait envie de poser à la petite Michaëlle de Port-au-Prince? Alors, quelle est la première question que la journaliste poserait à la secrétaire générale de l'OIF ou aurait posé hier à la gouverneure générale du Canada? Et tu restais fidèle à toi-même? Et la réponse? Entièrement à ces valeurs qui me définissent. Est-ce que vous êtes le genre de personne que vous auriez trouvé facile à interviewer? Je ne sais pas parce que, au fait, mon grand défaut, c'est que je ne sais pas faire court. Et malheureusement, les médias veulent toujours que l'on procède par raccourci. Oui, on est en train de vous faire signe. Coupez, attention, voilà, on est en train de déborder. Quel genre d'interview est-ce que vous pratiquiez, vous, en tant que journaliste? Intimiste, percutante, consensuelle, dérangeante? J'ai eu à faire tout cela. Je pense que ça fait partie de la profession de journaliste. Mais par contre, la valeur première pour moi était d'être beaucoup à l'écoute de qui j'interroge. Nous ne le sommes pas assez. Je pense que trop souvent, nous mettons plus d'importance, les journalistes mettent plus d'importance sur leurs questions que sur l'écoute de la réponse et l'importance aussi de tenir compte des nuances. Qu'est-ce qui donne envie de passer de l'exercice du contre-pouvoir journalistique au lieu de pouvoir de gouverneur général du Canada, secrétaire général de l'OIF? Je pense que ce qui est important quand on se retrouve de l'autre côté du miroir, c'est de voir comment cette profession est en train finalement d'être détournée de son sens. C'est-à-dire que je vois malheureusement beaucoup trop de désinformation, beaucoup trop de suivisme, c'est-à-dire pas assez d'approfondissement, aller trop vite et finalement en ne faisant pas ce travail essentiel de préparation, malheureusement, on peut verser dans la désinformation, ce qui est un grand risque pour la démocratie. Sur quelle base briguez-vous un nouveau mandat de secrétaire général à l'OIF? Premièrement, sur la base de tout ce que l'on a su porter ces dernières années pendant ce mandat, avec une feuille de route extrêmement ambitieuse qui a pour pivot aussi une stratégie économique et numérique, avec cette action mais vraiment très importante placée sur des dispositifs, par exemple, pour soutenir les très petites et moyennes entreprises et industries, pour soutenir la création d'emplois, pour rassembler les forces économiques dans tout l'espace francophone sur les 5 continents, développer des plateformes qui leur permettent d'établir des liens, de bien agir ensemble dans un esprit de partenariat et pour des maillages, pour pouvoir créer ces synergies si essentielles quand on parle de croissance et de développement, mais à l'échelle de tout ce que nous avons à partager. Et ça, c'est très, très intéressant de voir ce que cela a pu produire en mettant surtout l'accent sur l'apport des femmes et des jeunes qui sont porteurs aussi de projets économiques dans lesquels il faut investir et qu'il faut s'assurer aussi d'une plus grande pérennisation. Tout ce que nous avons su faire aussi comme création de réseaux, réseau par exemple des ministres du Commerce et de l'Industrie, réseau des ministres des Finances, réseau des ministres de la Culture, réseau bientôt aussi des ministres francophones du numérique. Notre capacité de rassembler est considérable. Et en même temps, avec la francophonie politique, avoir su avec autant de vigueur accompagner des processus électoraux dans l'espace francophone, c'est-à-dire avec un appui technique et un appui
politique, s'assurer aussi de désamorcer des situations de grande tension, des situations de crise, savoir les prévenir et savoir accompagner la sortie aussi de ces crises. Alors vous voulez regarder vers l'avant, mais c'est un petit retour en arrière sur le tout premier invité de cette émission, Dany Laferrière, parrain de Francosphère, que je vous invite maintenant. Il a fui la dictature du Valier, comme vous. Il est devenu citoyen canadien, comme vous. Et il s'illustre à Paris, comme vous. L'académicien français nous parlait de ses différentes expériences linguistiques. Ce qu'on disait à l'école, nous, c'était « exprimez-vous » pour dire à quelqu'un de parler français. Alors j'avais pensé que la langue française était une langue uniquement de domination. C'est en arrivant à Montréal que j'ai vu qu'elle pouvait être une langue dominée aussi par un autre colonisateur qui était l'anglais. Et en allant à Miami, j'ai vu que l'anglais lui-même pouvait être dominé par l'espagnol, puisque l'espagnol est la langue prioritaire et en Floride. Donc on a toujours, donc ce n'est pas la langue qui est le problème, et ce sont les locuteurs. Et je suis toujours très étonné de voir que l'accent québécois pourrait attirer la moquerie. C'est un accent que je compare carrément à l'art contemporain. Si on n'a pas l'habitude de vivre l'art contemporain, on n'arrive pas à l'apprécier, mais je crois que c'est l'accent de demain. Diriez-vous, comme Dany Laferrière, que demain tous les francophones parleront avec l'accent québécois, Michaël Jean ? Non, je pense que ce qui est intéressant dans l'espace francophone, c'est de voir comment cette langue française est fécondée et vit aussi sur une diversité, je dirais, très riche de nos imaginaires, de nos expériences, de nos histoires, de nos traits de civilisation, de nos accents également. La façon dont nous pouvons parfois déplacer les accents, la façon dont nous pouvons nourrir cette langue aussi de l'apport de nos autres langues, parce que nous sommes un espace aussi du multilinguisme. Et avoir un objectif chiffré, comme le préconise Emmanuel Macron, le président français, passer de la 5e place mondiale en tant que langue à la 3e, voire à la 2e, c'est important ? Vous voyez, moi je crois que le plus important, c'est de voir ce que représente pour nous, de l'espace francophone, cette langue qui est un trait d'union pour agir. Et en même temps, l'idée n'est pas pour nous d'entrer dans une concurrence ou une hiérarchisation ou une compétition des langues, avec les autres. Compétition. Nous défendons le multilinguisme. Et par exemple, nous travaillons avec le Commonwealth, avec le secrétariat général ibéro-américain, avec la communauté des pays de langue portugaise. Et pour nous, l'essentiel, c'est de voir comment la langue est une façon aussi d'entrer en relation. Et dans tout ce que nous entreprenons, combien même, j'en reviens même à la stratégie économique qui est tellement importante, en plus de parler production et de parler travail, il y a aussi la composante relation. Et c'est très glissantien finalement ce que vous dites. Oui, c'est le tout monde. Et en même temps, cette langue française est une façon pour nous aussi de nous rejoindre et de créer du lien. C'est-à-dire du lien qui produit aussi des choses importantes, du lien créatif, du lien constructif. Pour les gens d'affaires, par exemple, d'avoir une langue en commun permet davantage et mieux encore d'engager des relations de partenariat, de maillage qui sont essentielles. Donc il faut voir cette langue aussi comme une langue essentielle dans l'espace mondial et être là aussi en capacité de la défendre pleinement, parce que autrement, on a un vrai déficit, parce qu'elle est porteuse de nuances, elle est porteuse d'idées, elle est porteuse de connaissances, elle est porteuse aussi de force d'innovation. Francosphère, Dominique Rodrère. À l'occasion de la semaine de la francophonie, également marquée par les 33 propositions d'Emmanuel Macron en sa faveur, nous sommes en compagnie de la secrétaire générale de l'OIF, Michaël Jean, autrement dit la numéro 1 de la francophonie dans le monde, dont nous allons maintenant aiguiser l'appétit grâce au goût de l'enfance de Ramata au Mali. C'est le documentaire sonore d'Anne Bonneau. C'était la grande famille africaine. On retrouvait des Traoré, des Diarra, des Konaté dans la même cour, avec notre grand-père à côté qui était entouré de ses petits-enfants. Tous les vendredis, il nous amenait de la mosquée des tapoulas qu'on aimait bien. Il y avait même des enfants de la rue qui venaient se mettre en rang et ils partageaient entre tous les enfants. Il y avait des enfants de la rue qui venaient, tout le monde venait, comme si c'était
au vrai sens du terme, notre grand-père à nous tous, qui nous faisait plaisir. Et il y en a même qui prenaient et ils partaient se mettre derrière encore, ils enlevaient leur chemise, ils venaient prendre encore. Et certains pouvaient prendre 5 fois. Souvent même lui, il se trompait quand quelqu'un vient dire « Non, toi, va-t'en, je t'ai déjà donné, non, va-t'en ». L'enfant dit « Non, mais je n'ai rien reçu, c'est telle personne qui a pris 3 fois ». Il dit « Non, c'est toi-même ». Et souvent, il se chamaillait avec certains enfants à propos de ça. Nous, on aimait bien. Des takula, on en trouve à base de riz, à base de mil aussi. C'est une sorte de... qu'on appelle chez nous momi, qu'on fait à base de poudre de mil, qu'on a fait mouler comme ça avec la main. Dans 5, 10, 15 minutes, c'est bien prêt. On met un peu de sucre dedans. Il y en a même qui mettent du miel. Et c'était accompagné souvent du lait caillé. Et là, chaque vendredi, on retrouve ça devant les mosquées. Tout le monde en achète. Qu'est-ce que vous aimiez manger quand vous étiez petite, Michaëlle Jean, en Haïti? Dans sa description, ça m'a beaucoup rappelé aussi nos akras. Hein. C'est vrai. C'est extraordinaire. Les beignets de morue. Les beignets de morue. Et tout cela, c'est rentré aussi, je pense, dans la mémoire et le patrimoine gustatif dans l'espace francophone. On l'a beaucoup partagé aussi sur tout l'espace francophone. Ça vient à la fois de cet espace des colonies, un mets très populaire, mais désormais qui est du tout monde aussi, sur tous les marchés. Dans un autre type de menu, le menu des discussions d'une secrétaire générale de la francophonie dans ses missions en Afrique, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous avez par exemple un rôle diplomatique dans l'espace francophone? Je pense qu'il y a un magistère d'influence, il y a une diplomatie active. Il y a aussi une volonté de rassembler dans un dialogue constructif, de mise en présence aussi. C'est-à-dire dans chaque pays, pouvoir aussi, par moment, rassembler des jeunes par centaines, rassembler des femmes aussi par centaines, leur donner un espace de parole et leur permettre aussi d'être entendus. Parce que lorsque nous faisons cela, nous assurons aussi que les autorités du pays soient de la partie et soit de cet échange, de cette grande conversation et de ce dialogue. Et ce qui est formidable, c'est combien chaque fois ces autorités ressortent de l'expérience en se disant « Tiens, voilà un bel exercice d'humilité ». Et l'humilité est importante, vous savez, quand on est décideur. Savoir que je ne sais pas tout et savoir que je n'ai pas réponse à tout. Est-ce que vous pourriez être sollicité, par exemple, dans la crise actuelle que nous connaissons bien ici entre Mayotte et les Comores? Au fait, je vous dirais que nous sommes sollicités dans le cadre de quantité de crises et vraiment avec un souci de créer et favoriser ces espaces de dialogue inclusifs pour pouvoir trouver des solutions à ces crises et en sortir et pouvoir contribuer aussi à plus de cohésion sociale. Et c'est au cœur, en tout cas, de notre travail quotidien. Et là, dans le cas d'espèces sur les Comores? Moi, je pense que dans le cas d'espèces, nous avons aussi accompagné le processus électoral aux Comores. Et l'important, c'est de nous assurer, là encore, que les enjeux soient nommés, qu'ils soient entendus et que ce soit dans un souci d'unité que l'on arrive aussi à construire et à trouver les solutions face à ces situations de tension et de clivage. Quand il était venu nous voir pour l'émission Paris-sur-Mer, il avait 78 ans, comme on dit, à Bruxelles ou à Genève. Il en a 91, 91 aujourd'hui. Le grand poète haïtien René Depestre nous parlait des gens qu'il admirait sur le plan littéraire. J'aimais beaucoup Rimbaud. On m'appelait le Rimbaud haïtien, mais ça me gênait qu'on dise ça. Je savais qu'il était Rimbaud. Mais en effet, et j'ai connu en même temps Césaire. Césaire est venu faire un séminaire qui a duré longtemps. Il est resté 7 mois en Haïti. Donc j'ai suivi son cours pendant 7 mois. Et c'était formidable parce qu'il nous a ouvert la littérature moderne. Il nous a fait connaître Baudelaire, Rimbaud, Lautréamont, Mallarmé.
et ensuite les surréalistes. Et Mabille nous a appris que Breton allait séjourner en Haïti. Immédiatement avoir été informé de ce que c'était le surréalisme, on a rencontré le fondateur du surréalisme, lui-même en personne. René Depestre est votre oncle maternel, ce qui fait dans votre arbre généalogique une branche bien garnie. Hein. Vous-même qui vous intéressez tant à la langue française, Michaël Jean, vous n'avez pas été tenté par l'écriture? En fait, l'écriture est toujours là, présente au fait. L'écriture de fiction? Et venant d'Haïti, qui est un pays très éprouvé dans son histoire et au présent également, l'on est saisi de voir cette production tellement foisonnante, cette production littéraire très très foisonnante en Haïti et même, je dirais, cette production culturelle, parce que l'art haïtien est très présent. La peinture haïtienne, évidemment. Il est extrêmement vigoureux, la peinture haïtienne, et quand Breton vient en Haïti, c'est le premier constat qu'il fait. Est-ce que ça ne manque pas aujourd'hui, ces grands noms qui viennent justement dans des coins éloignés de la francophonie, Césaire, Breton, qui restent comme ça pendant des semaines et qui diffusent finalement cette culture? En fait, c'est qu'ils ont su essaimer quelque chose. Ils ont su ouvrir un espace. Ils ont su aussi faire entendre ces voix, ces perspectives par l'art, par l'écriture, par la poésie à l'ensemble du monde, par une imagerie aussi. Je pense que l'art pictural en Haïti dit aussi beaucoup. Et ceux qui sont venus au contact de cette énergie de création très forte dans un pays comme Haïti, ou au contact aussi de cette énergie de création très très forte, cette façon de voir et de lire le monde et de le dire dans différentes parties de l'espace francophone, y compris l'Afrique, l'Asie et ailleurs, ont toujours été saisis de voir cette vigueur. Et la francophonie est faite de cette vigueur. Elle est faite de ces rencontres-là, de ces regards croisés, ces dimensions multiples, ce pluralisme des idées et des expériences. Et donc, les voix se sont multipliées. Les voix se sont multipliées et elles se font entendre d'autant plus maintenant, avec un espace de résonance très vaste. Nous passons l'autre bord, c'est là nous te couentons kakua assez. Ti te campé gâté. C'est sous même trace dont on a pu marcher. Faut voyager. On n'a pas le temps d'en entendre beaucoup. Vous ne connaissez pas parce que le disque n'est pas encore sorti. C'est Moonlight Benjamin. Moonlight Benjamin, c'est une compatriote. Sûr, Elle chante Mémoine, une musique à laquelle vous êtes sensible, Michaël Jean. Tout à fait. En plus, dans cette langue magnifique, cette langue très imagée, qui est la langue créole, qui est aussi une langue de résistance. Alors, j'ai vu des images de vous, justement, dansant sur des rythmes vaudous du Bénin. Est-ce que cette culture que vous avez, ça vous permet d'engager une communication directe là où d'autres hauts fonctionnaires seraient plus empruntés? Moi, je dirais que c'est aussi une manifestation de diplomatie culturelle. C'est-à-dire qu'il y a les mots pour se rencontrer, mais il y a aussi le corps qui parle. Souvenez-vous, par exemple, de Nelson Mandela. Nelson Mandela, quand il descend la rue, il est aussi dans le geste, il est aussi dans la danse, il y a aussi le corps qui parle. Et j'ai eu à vivre cela, arrivant, par exemple, alors que j'étais gouverneur général du Canada, en visite d'État dans des pays africains, là où je ne comprenais pas la langue, les danses, c'était aussi les miennes. Et nous savions aussi nous rencontrer en dialoguant ainsi par les gestes du corps. Et c'est extraordinaire de pouvoir faire cela et je ne m'en prive jamais. Et dès lors, nous entrons aussi en dialogue sur un patrimoine commun. Je suis afro-descendante et il est sûr que quand j'arrive sur cet espace-là, sur ce continent africain, je sais aussi rencontrer l'Africain dans la richesse aussi de ce patrimoine que nous avons en commun. Oui. Dernière séquence de l'émission, ça va trop vite. Le Speak French de Jean-Marie Chazot qui revient sur un moment crucial entre langue nationale et langue régionale.
Quand Emmanuel Macron visite une école à Villers-Cotterêts, ville de l'Est de la France, où le roi François Ier a signé une ordonnance imposant l'usage du français, il explique ceci aux enfants. On est tous français, alors qu'on parlait souvent des patois un peu différents. Et notre pays, il s'est fait par la langue. Parce qu'à ce moment-là, dans le château, le roi a décidé que tous ceux qui vivaient dans son royaume devaient parler français. Bien des historiens ont protesté en entendant ces propos relayés par l'Élysée sur Twitter. François Ier n'aurait pas forcément voulu faire parler en français tous les Français. Dans son ordonnance, la langue s'imposait aux écrits de justice pour qu'elle remplace le latin, la langue de l'Église. En gros, une manœuvre plus laïque que linguistique pour réduire l'influence du clergé sur le royaume. Et pour bien des spécialistes, il ne s'agissait pas d'une volonté royale de rayer de la carte le parler picard, occitan ou breton. Il faudra d'ailleurs attendre la Révolution pour que le français devienne la langue de toute l'administration. Mais il est vrai que l'ordonnance de Villers-Cotterêts, en l'imposant sur des actes officiels en 1539, a lancé la diffusion du français en France. Très vite, malheureusement, Michaël Jean, la France doit-elle faire plus pour la reconnaissance de ses langues régionales, notamment ultramarines ? Moi, je pense qu'elles sont toutes riches, en fait. La France est aussi un espace du multilinguisme. C'est-à-dire que cette langue française est là encore celle qui nous permet de nous rencontrer, mais je trouve que dans la France elle-même, il y a toutes ces autres langues qui méritent d'être reconnues, valorisées pour ce qu'elles expriment. Et dans le plan Macron, ce qui vous a frappé en tout premier lieu et en 2 mots ? Je dirais d'abord cette affirmation solennelle de la France se reconnaissant aussi comme francophone, c'est-à-dire un État avec 83 autres États et gouvernements dans la francophonie. Et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'ils reconnaissent aussi ce qu'accomplit l'Organisation internationale de la francophonie et la volonté de la France de s'y associer davantage, donc d'amener le bilatéral, donc l'action bilatérale, à rencontrer l'action multilatérale sur des objectifs précis pour pouvoir dès lors accomplir davantage et plus vite. Et ça, c'est très très bien sur tous les fronts, c'est-à-dire à la fois éducation, développement, lutte contre le terrorisme, lutte contre le réchauffement climatique et l'investissement dans le capital humain. Voilà, de ça nous applaudissons. Oui. Merci beaucoup, Michaël Jean, secrétaire général de la francophonie. Merci également à Corinne Alexiane, Bono, Jean-Marie Chazot, Sandrine Weber et Bruno Dessommes.